Moi, je pense qu'on peut commencer, bon, alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on accueille, Anne Lambert, donc philosophe à l'université Paris 8 et je décrirais Anne comme l'une des plus grandes prometteuses de tournesol, dans les médias, français, en tout cas. En tout cas, Ouais. merci pour tout ça et donc bah, merci pour, donner ce talk. Donc Anne va parler, d'un angle philosophique pour, parler de ses pensées, ses intelligences artificielles. Anne, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Bah, effectivement, en fait, je vais essayer de vous expliquer, si j'y arrive, je ne sais pas si je vais y arriver, pourquoi, justement je promeus Tournesol, en fait. Enfin, pourquoi quand j'ai découvert, cet objet, quoi, je ne sais pas si on peut appeler ça un objet, mais en tout cas, quand j'ai découvert ce dispositif, je me suis, enfin voilà, ça a fait écho avec des réflexions que je menais depuis un certain temps sur les technologies numériques, notamment avec le philosophe Bernard Stiegler, dont je vais vous reparler un petit peu pendant la présentation. Et juste pour voilà, dire où je veux en venir très rapidement, mais en fait, Bernard Stiegler, c'est un philosophe qui euh, a beaucoup critiqué, on va dire, ce qu'on pourrait appeler le capitalisme numérique ou ce que lui appelle le capitalisme computationnel et les enjeux de la gouvernementalité algorithmique, donc les nouveaux modes de gouvernement qui se mettent en place avec ces technologies numériques qui sont bien souvent mises au service du contrôle, en fait, et du marketing, les deux allant de pair. Donc Bernard Stiegler, bien sûr, a critiqué de manière, on peut dire, assez radicale ce qu'il appelait les sociétés automatiques et l'automatisation généralisée, etc., pour des raisons qui, à mon avis, sont des raisons pertinentes. Mais en même temps, ce qui le singularise, en fait, dans, on va dire, le paysage intellectuel contemporain au sujet de l'intelligence artificielle et du numérique, c'est que tout son objectif, c'était de transformer ces technologies pour en faire des dispositifs en fait qu'il qualifie de herméneutiques et contributifs. Et pour moi, ce que vous faites avec Tournesol, c'est précisément ce genre de dispositif. Et ce qu'il appelle des dispositifs herméneutiques et contributifs, bah, c'est très simple. Herméneutique, ça veut dire qu'il y a de l'interprétation. Contributif, ça veut dire qu'il y a de la contribution. Donc ça veut dire qu'en fait, le numérique et les algorithmes ne sont pas mis au service du pur calcul automatisé, mais que les calculs automatiques sont agencés avec des processus d'interprétation et des processus de contribution. Et à travers Tournesol, bah, précisément, il y a de l'évaluation, donc il y a du jugement, il y a de l'interprétation humaine, et il y a de la délibération, puisque bah, voilà, c'est un processus de vote, etc. Donc il y a une sorte et tout ça est basé sur la contribution des individus. Donc il y a une sorte d'agencement qui, moi, me semblait vraiment exemplaire entre des algorithmes, du calcul, du numérique évidemment, et, euh, et de l'interprétation, de la délibération, de la contribution. Et d'autant plus que c'est à l'horizon de ce que vous faites, si j'ai bien compris, il y a là quand même la volonté de repenser cet espace médiatique numérique pour en faire un espace démocratique. Et ça, c'était aussi un des grands enjeux de la pensée de Stigler, que je ne vais pas développer du tout aujourd'hui, mais qui est évidemment qui est fondamental. Donc, là, donc il est 18h20 et je vais essayer de ne pas parler trop longtemps non plus. En fait, ce que je voulais essayer de faire dans cette petite présentation, donc moi, voilà, je me présente rapidement. J'ai travaillé sur deux philosophes, donc Simondon et Derrida, et puis comme je le disais, j'ai beaucoup travaillé avec un troisième philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler, sur des questions un peu philosophiques liées, disons, à la question de la technique, mais qui sont quand même beaucoup plus larges. Et puis j'ai publié l'année dernière un petit livre qui s'appelle Schizophrénie numérique. Et par ailleurs, donc, je participe au Conseil national du numérique, au sein duquel j'ai publié, enfin, j'ai copiloté, pardon, avec d'autres membres du Conseil, ces deux rapports pour un numérique au service des savoirs et votre attention, s'il vous plaît, qui porte sur la question de l'économie de l'attention. Et donc, ce que j'essayais de faire dans ce petit livre qui s'intitule Schizophrénie numérique, en lien avec les travaux que j'avais pu mener dans le cadre du Conseil national du numérique, c'était de déconstruire un petit peu cette notion d'intelligence artificielle en montrant que elle est basée, en fait, cette notion, comme beaucoup d'autres, hein, comme les notions d'apprentissage automatique, d'agent conversationnel, etc. Bon, on les utilise dans le langage courant et en soi, c'est pas nécessairement un problème, mais il faut quand même bien voir qu'en fait, elles sont fondées sur des anthropomorphismes d'une certaine manière. Donc, c'est-à-dire, on attribue en fait à des dispositifs machiniques technologiques
des capacités qui sont traditionnellement attribuées aux humains. L'intelligence, l'apprentissage, l'agentivité et cetera et cetera. Donc d'un certain point de vue, on peut se dire: «Bah, quelle importance, c'est pas très grave» et c'est vrai que c'est pas très grave. Mais ça pose, quand même un problème parce qu'en fait, ces concepts ont été, critiqués, dès leur, enfin voilà, la notion d'intelligence artificielle est une notion, exclusivement promotionnelle qui émerge en fait dans les années, enfin en 56 précisément, mais, afin, d'avoir, voilà, des financements, pour, des recherches, en faisant croire qu'on va, recréer de l'intelligence, de la conscience et cetera. Bon, c'est un peu cette logique, promotionnelle-là, qui guide en fait, tous ces termes et par ailleurs, ils font obstacle en fait, à la compréhension. Donc tout le monde sait bien que, les dispositifs algorithmiques, auxquels on a affaire aujourd'hui n'ont pas de conscience, ne sont pas intelligents, ne sont pas des agents et cetera et cetera. Mais le problème, c'est qu'en les appelant comme ça, en fait, on empêche, les citoyens de comprendre leur fonctionnement technologique d'une part, de prendre en compte aussi le travail humain qui est derrière et puis toutes les ressources matérielles que ces dispositifs requièrent. Et puis surtout, on empêche de penser ce que ces médias numériques, ces supports numériques nous font à nous. C'est-à-dire la manière dont ces supports numériques vont affecter nos capacités mentales, nos capacités psychiques, nos capacités intellectuelles. Puisque, en fait, on leur attribue des capacités mentales, des capacités psychiques, des capacités intellectuelles, hein, au point de parler d'esprit numérique dans la lettre qui a été diffusée par Elon Musk l'année dernière suite au lancement de ChatGPT. Bon, donc on leur attribue des esprits et on s'empêche de penser ce que ces dispositifs font à nos esprits. Et ça, moi, c'était vraiment la question que j'ai essayé de poser dans ce livre, Schizophrénie numérique, hein, c'était de savoir comment ces dispositifs technologiques affectent nos capacités de penser. Et c'est la raison pour laquelle je parle dans le titre de la présentation de bêtises artificielles, parce que je pense que la question, c'est moins l'intelligence artificielle que la bêtise que ces dispositifs numériques peuvent potentiellement engendrer s'ils ne sont pas justement adoptés et transformés. Voilà. Et donc, cette question hein, de la manière dont les dispositifs numériques affectent nos capacités de penser, donc nos mémoires, nos attentions, nos attentes, nos protensions, nos imaginations, nos anticipations. En fait, c'est une question qui aujourd'hui est assez bien documentée à travers tous les travaux donc, qui concernent notamment l'économie de l'attention. Donc, je voulais repartir un tout petit peu de ces questions, de l'économie de l'attention et disons, des, des, des liens que l'on peut faire entre un certain nombre de dispositifs technologiques et un certain paradigme économique, et puis les enjeux politiques que tout ça soulève. Et puis ensuite, j'en viendrai un peu plus tard à la question des intelligences artificielles génératives, parce que j'aurais bien aimé vous soumettre quelques hypothèses sur les dangers que, selon moi, ces automates ou ces machines à langage ou machines d'écriture, euh, voilà, les dangers qu'ils soulèvent. Parce que bien sûr, donc il y a la principale question, c'est à mon avis la question de la désinformation et la question de la défiance généralisée que ces dispositifs peuvent engendrer. Mais je crois qu'il y a aussi d'autres questions que j'aimerais un petit peu évoquer dans cette présentation. Donc je vais aller, je pense, relativement vite sur la première partie qui consistait en fait à revenir un petit peu sur donc ces dispositifs qui sont au service de l'économie de l'attention aujourd'hui et qu'on appelle, enfin que leurs concepteurs appellent eux-mêmes des technologies persuasives, donc qui sont conçues en fait pour la plupart dans des laboratoires, des entreprises ou des universités de la Silicon Valley, enfin en tout cas pour les dispositifs qui sont les plus répandus en Europe, et donc qui sont conçus sur la base d'une sorte de nouvelle discipline qu'on appelle la captologie, qui est en fait une sorte d'agencement hein, entre le design, l'informatique, l'algorithmique d'un côté, et puis de l'autre la psychologie cognitive, la psychologie comportementale, et éventuellement les neurosciences aussi. Hein. Et donc l'idéologie, on pourrait dire, le paradigme en tout cas qui est derrière la conception de ces technologies, c'est donc, comme le titre du livre que vous voyez l'indique, c'est d'utiliser donc l'informatique pour transformer
ce que nous, pensons et ce que nous, faisons. Et donc pour cela, bah, toutes sortes de fonctionnalités, vont être, développées, c'est une question qui est désormais, bien connue, qui a été, documentée par un petit documentaire, réalisé, enfin produit par, Arte, qui s'intitule Dopamine et qui montre en fait que la conception, de plateformes comme YouTube ou de réseaux sociaux, comme Facebook ou Tinder, est en fait, comment dire? Agencée à des études très précises sur, on va dire les processus, cognitifs ou cérébraux, très, primitifs en fait, et donc joue sur ces mécanismes, cérébraux ou ces mécanismes cognitifs pour rendre, les utilisateurs le plus dépendants possible, disons, de ces technologies. Donc notamment, bon, en comment dire? En stimulant le système, de la récompense, la sécrétion de dopamine dans le cerveau qui crée de la satisfaction, qui crée de l'addiction. On connaît aussi donc cette fonctionnalité qui s'appelle le défilement infini, qui en fait a été conçue pour que les individus, passent le plus de temps possible sur leur écran, hein, par un designer qui s'est ensuite, comme beaucoup d'autres designers, repenti, en constatant que c'était effectivement très nocif pour le cerveau, des jeunes générations et pour, aussi, enfin pour tout le monde. Donc, on a en fait, si vous voulez, tout un ensemble de technologies persuasives qui fonctionnent en fait sur la base de l'apprentissage par conditionnement. Il s'agit en fait de créer des habitudes comportementales, hein, à travers un ensemble de réponses réflexes aux signaux qui émanent des environnements connectés. Et les individus vont avoir tendance évidemment à répéter machinalement ces comportements réflexes pour éviter des sensations de déplaisir et pour revivre en fait le sentiment de satisfaction qui a été provoqué grâce aux notifications, etc., etc. Donc, dans le cadre de ce paradigme, en fait, la relation entre les dispositifs techniques et les individus humains, elle s'apparente à une sorte de conditionnement pavlovien. C'est-à-dire que les cerveaux sont directement connectés à toutes sortes de terminaux qui sont eux-mêmes reliés à des plateformes technosphériques par l'intermédiaire de câbles, de centres de stockage de données, de satellites, etc. Et à travers la collecte des données et le calcul statistique effectué sur ces données et la constitution de modèles comportementaux, eh bien en fait, les dispositifs algorithmiques rétroagissent sur les comportements des individus pour leur appliquer justement toutes sortes d'injonctions à voilà, toutes sortes de stimulations et de sollicitations. Donc l'idée en fait, puisque moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas forcément telle ou telle technologie, mais c'est à chaque fois les enjeux psychiques et sociaux de tel ou tel dispositif. Donc en fonction de ses fonctionnalités techniques, en fonction des modèles économiques qui sont derrière, chaque dispositif numérique va avoir des enjeux différents pour, on va dire, les esprits individuels et les esprits collectifs aussi. Et donc là, on connaît tous les problèmes qui sont créés par ces technologies persuasives, hein. Du point de vue collectif, c'est évidemment la diffusion de fausses informations qui sont toujours amplifiées afin de capter le plus d'attention possible et de pouvoir revendre cette attention ensuite à des publicitaires et collecter les données des usagers. Du point de vue individuel, bah, on sait que les algorithmes de recommandation automatique peuvent enfermer tel ou tel profil dans des boucles euh, de rétroaction ou dans des chambres d'écho, hein. Et voilà, là, je montre un rapport sur l'algorithme, la nocivité potentielle de l'algorithme de TikTok pour les, les jeunes générations qui ont des profils vulnérables du point de vue de la santé psychique et mentale, par exemple. Bon, et donc, on connaît en fait un petit peu les enjeux de ces technologies persuasives-là. Alors, ce qu'on sait un peu moins, mais je ne vais pas le développer ici dans le détail, mais ce qu'on sait un peu moins, et je mentionne ici ce livre de Pablo Jensen, c'est que d'une certaine manière, les recherches en fait en psychologie cognitive, psychologie comportementale et les recherches en intelligence artificielle sont très liées dès leurs origines et que ces recherches sont aussi très liées avec un certain paradigme, on va dire économique et politique.
Donc là, je cite ce livre parce que dans ce livre, Pablo Jensen, donc le livre s'appelle Deep Earnings, le néolibéralisme au cœur des réseaux de neurones. En fait, dans ce livre, Pablo Jensen montre comment le fondateur du premier réseau de neurones encore euh, très rudimentaire, si j'ose dire, le perceptron, hein, qui a été élaboré par Rosenblatt en, en, je crois que c'est en 1957, mais je suis plus du tout sûre de la date. En tout cas, l'inventeur du premier réseau de neurones s'était inspiré des travaux de Hayek, qui est donc qui est très connu pour être le théoricien du néolibéralisme, mais qui, par ailleurs, a été aussi, en fait, avait fait de nombreuses recherches dans le champ des sciences cognitives, hein, avait écrit un livre sur ce sujet. Et, euh, et en fait, Pablo Jensen montre comment, si vous voulez, le Hayek reprenait d'une certaine manière ses travaux de psychologie cognitive pour penser en fait le fonctionnement des sociétés. Donc, il étendait en fait sa théorie du cerveau fondée sur les réseaux neuronaux au fonctionnement de la société. De même que les informations qui sont renvoyées par l'environnement vont modifier spontanément les pondérations des signaux électriques transmis entre les neurones et permettre une sorte d'adaptation en fait optimale du réseau de neurones, et bien de même, hein, les fluctuations des prix vont modifier les comportements des individus et permettre à un ordre social optimal d'émerger à partir des seules règles du marché. Donc on a toute une sorte de pensée un petit peu de l'auto-organisation ici, hein, euh, qui traverse, si vous voulez, les champs de l'intelligence artificielle et de la psychologie cognitive d'une part, et puis les champs de la théorie économique et politique d'autre part. Et en fait, c'est cette alliance entre un paradigme technoscientifique et un paradigme économico-politique, on la retrouve chez plusieurs grandes figures, notamment Herbert Simon, qui est connu en fait pour être des inventeurs, l'un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, qui a écrit lui aussi un livre de psychologie cognitive qui s'appelle Models of Thought. Et alors attendez, il y a un petit problème de son, non? Tout va bien? Vous m'entendez toujours? Oui, alors il y a quelqu'un qui s'est connecté, Pierrot, qui fait du bruit. Je peux, je peux le muter. Ah, c'est Ah bon. voilà, super, parce que je m'entendais en écho. Excusez-moi. Donc voilà, Herbert Simon, qui est connu pour être l'un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, qui a écrit donc ce livre Models of Thought, qui est un recueil d'articles en fait, dans lequel il propose d'expliquer les processus mentaux, donc de la perception à la prise de décision, à partir d'un petit nombre de mécanismes de traitement d'information dont la combinaison va permettre d'effectuer des tâches de plus en plus complexes et qui vont pouvoir être modélisés. Chacun de ces petits mécanismes va pouvoir être modélisé dans des systèmes informatiques. Et c'est à partir de là qu'il va devenir possible du coup de parler d'intelligence artificielle. On peut, si vous voulez, décomposer les activités de l'esprit, les formaliser et les implémenter dans des dispositifs électroniques. Euh, et, euh, donc, j'y reviendrai tout à l'heure, hein. C'est un processus de grammatisation qui conduit en fait à un processus d'automatisation. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que Herbert Simon est aussi évidemment un économiste très connu donc pour ses travaux sur l'économie de l'attention, justement. C'est lui qui crée ce terme dans un article de 1971, donc il remarque, si vous voulez, que dans un monde surchargé en information, eh bien, ce qui va compter, la ressource importante, ça va être l'attention des individus, hein. C'est le premier à remarquer ça, à ma connaissance en tout cas, mais peu importe s'il n'est pas le premier, c'est pas vraiment la question ici. Et il est aussi connu pour sa théorie de la rationalité limitée, qui est en fait une théorie qui revient un petit peu sur le paradigme, disons, la théorie de l'homo economicus, selon lequel les agents économiques font des choix rationnels en fonction de leurs intérêts optimaux, etc. Simon revient là-dessus en disant finalement, les individus n'ont jamais assez d'informations, ils se laissent tromper aussi par leurs émotions, etc. etc. Et c'est tout ce qui va inspirer en fait l'économie comportementale contemporaine, la théorie des biais cognitifs notamment, et l'idée que finalement les agents ne sont pas pleinement rationnels, qu'ils ont toutes sortes de biais cognitifs et que si pour corriger en quelque sorte ces biais, eh bien il va falloir leur donner des différents signaux dans leur environnement pour influencer leur comportement. Donc je passe très très vite là-dessus, hein, euh, parce que en fait, je ne peux pas le détailler, mais c'est ce que j'ai développé dans un article. Je pourrais vous donner la référence ou vous envoyer l'article si ça vous intéresse. Mais l'idée, si vous voulez, c'est que
En fait, le paradigme politique qui est là derrière, c'est celui de la théorie du nudge et donc c'est l'idée que finalement, on va, «gouverner» entre guillemets, sans forcément passer par la loi faisant toujours appel à la réflexivité des sujets en fait, hein, donc à l'idée qu'on a une loi commune, il s'agit de la comprendre d'abord, il s'agit aussi potentiellement d'être en mesure, de la critiquer et de lui désobéir potentiellement. Bon, mais en tout cas, la question c'est qu'il y a une loi qui est visible et qui s'applique à des sujets, réflexifs capables de potentiellement critiquer, cette loi. Dans le cas, de la théorie du nudge en fait, ce qui va être au principe, du comportement des agents, ce sont toutes sortes de signaux qui émanent de leur environnement et qui les influencent à un niveau, infraconscient d'une certaine manière, hein. Et donc, le point important ici, c'est que, une fois que cette théorie, est, agencée avec des environnements, numériques, basés aussi sur, l'influence, du comportement des usagers, et bien, se déploie ce que, certains chercheurs, Antoinette Rouvroy et Thomas Berns, ont décrit comme une gouvernementalité algorithmique. Donc, ce qu'ils décrivent par là, en fait, c'est, l'idée, si vous voulez, que, on n'est plus dans le cadre d'un gouvernement, qui s'adresse à des sujets, réflexifs, hein. Donc on n'est plus dans le cadre d'une normativité juridique qui suppose la publication d'une loi à laquelle des sujets sont sommés d'obéir, mais qu'ils peuvent aussi critiquer, discuter ou au moins réfléchir. Mais on est dans le cadre d'une normativité statistique, avec, un pouvoir qui s'exerce par régulation anticipative, par préemption et non par interdiction. C'est-à-dire qu'on va toujours anticiper les comportements possibles des agents et essayer de les influencer. Et non pas d'interdire tel ou tel comportement, mais de le rendre impossible, en fait, tout simplement, hein. Et ça, c'est ce qui se joue avec la prédiction algorithmique, c'est-à-dire avec des algorithmes qui anticipent en permanence les attentes et les désirs des sujets, hein. Et c'est ce que Stigler, en fait, décrit dans un livre qui s'appelle La société automatique, euh, comme un nouveau type de pouvoir, hein. Il parle de neuropouvoir aussi, hein, puisque le pouvoir, du coup, s'exerce directement en agissant sur le cerveau des individus par l'intermédiaire de toutes sortes de fonctionnalités euh, numériques. Et ce que décrit Stigler donc, dans ce livre, finalement, enfin, il décrit évidemment beaucoup de choses, hein, mais un des points importants, c'est l'idée selon laquelle les protensions psychiques et collectives, c'est-à-dire les attentes, les désirs des individus, sont finalement court-circuités par ce qu'il appelle des protensions automatiques, donc des suggestions automatiques, si vous voulez, qui ne sont pas fondées sur l'expérience, la mémoire et les désirs singuliers des individus, mais qui sont fondées sur des corrélations probabilistes entre des données. Donc, si vous voulez, quand vous agissez ou quand vous attendez ou quand vous désirez ou quand vous pensez, vous le faites toujours à partir de votre histoire singulière, en fait. Chacun d'entre nous, en fonction de son histoire, de son expérience, de sa mémoire, n'a pas les mêmes attentes, n'a pas les mêmes désirs, etc., etc. Et précisément, ce sont ces attentes et ces désirs qui sont court-circuités là par des algorithmes de suggestion et de prédiction automatique qui se fondent, eux, sur le calcul des moyennes, en fait, hein. Donc, des calculs statistiques qui, finalement, euh, uniformisent les comportements, hein, parce que quand on vous suggère, évidemment, euh, un terme grâce à un logiciel d'autocomplétion, par exemple sur un moteur de recherche, eh bien, le terme qu'on vous suggère, c'est pas le terme auquel vous pensiez, hein, la machine n'a pas lu dans vos pensées, évidemment, mais c'est le terme le plus employé, le plus recherché. Donc, à chaque fois, ce qui se produit à travers ces prédictions algorithmiques, c'est un renforcement, si vous voulez, des moyennes, tout simplement, des comportements les plus probables, hein. Et c'est une sorte d'élimination, selon Stigler, de l'improbable. C'est une élimination de l'incalculable. C'est une élimination de tout ce qui pourrait y avoir de nouveau, en quelque sorte, euh, dans les désirs et les conduites humaines. Et moi, ce qui m'inquiète particulièrement avec donc, les intelligences artificielles génératives, hein, ce qu'on appelle en tout cas comme ça, alors que Jean Catan, justement, le secrétaire général du Conseil national du numérique, propose de les appeler des intelligences artificielles extractives, ce qui est beaucoup plus juste à mon avis. Je reviendrai là-dessus ensuite. Mais en tout cas, ce qui me préoccupe beaucoup avec ce type de dispositif-là, c'est le fait qu'il
eh bien, elles fonctionnent évidemment, enfin ces outils fonctionnent évidemment, sur, la même base, technologique, enfin ça vous me corrigerez si je me trompe, hein, mais que les logiciels d'autocomplétion. En tout cas, le principe c'est le même, c'est toujours de calculer, de faire des statistiques et de calculer des probabilités et puis de générer ensuite, des suites de mots probables en fonction de la requête qui a été, passée par tel ou tel individu. Et donc évidemment, eh bien, dans ce cadre-là, hein, on peut s'inquiéter du fait que, toutes les expressions, improbables, originales, singulières, ne soient pas repérées par les calculs statistiques, hein. Donc non seulement évidemment les préjugés et les biais, se retrouvent, amplifiés, hein, ça c'est ce qui a été remarqué très vite, mais, la diversité, on va dire expressive et dans le cas d'un dispositif comme ChatGPT, la diversité linguistique semble menacée aussi, hein, puisque, notamment, puisque enfin, l'entraînement de ces gros modèles de langage, bien souvent nécessite une concentration des capitaux et des quantités massives de données. Donc, les entreprises, qui ont disons qui ont les moyens de les entraîner, ne prennent pas, et qui n'ont pas forcément d'égard pour renouveler, disons, les ressources linguistiques, ne prennent pas le temps, de financer le nettoyage de ces des données. Donc les langues anglo-saxonnes sont, surreprésentées et puis, toutes les expressions potentiellement, singulières, originales et improbables, qui ne sont pas prises en compte par les statistiques, bah, risquent de se voir, éliminées. Hem et ça, c'est très problématique parce qu'on sait que dans tous les champs, de l'existence humaine, hein, qu'il s'agisse, je ne sais pas, du champ artistique, du champ linguistique, du champ théorique, du champ scientifique et cetera, et bien la nouveauté, c'est toujours, ce qui est improbable, c'est toujours ce qui n'est pas majoritaire. Il y a du nouveau, il y a de l'évolution, possible que si que à partir en fait, des expressions, minoritaires qui ne vont pas forcément dans le sens, du sens commun ou, des pensées, dominantes. Donc il y a une menace à mon avis ici, heu pour la diversité linguistique et culturelle, en fait, hein. D'autant que, comme l'a bien, expliqué, Naomi Klein dans cet article, heu ces dispositifs-là, ces intelligences artificielles génératives qui sont donc plutôt des intelligences artificielles ou plutôt des automates computationnels extractifs, heu, en fait, sont fondés sur évidemment l'exploitation, des ressources culturelles qui ont été, créées, produites, par, des individus et des groupes, humains qui, ne sont pas rémunérés. Alors que, pourtant, sans Wikipédia, par exemple, un dispositif comme ChatGPT ne pourrait sans doute pas, fonctionner. En tout cas, il ne pourrait pas fonctionner sans toutes les ressources communes, disons, qui ont été partagées, sur le web, sur internet plutôt. Hem et ça pose un gros problème puisque, comme je disais tout à l'heure, les textes qui sont générés par ces machines, ne font pas l'objet, en fait, de certification ou d'évaluation par les pairs, donc ils ne sont pas fiables et donc ils ne participent pas, si vous voulez, au renouvellement, des savoirs, hein, contrairement à ce qui peut se passer, par exemple, sur, sur une plateforme comme Wikipédia, sur laquelle, bah, les individus en fait, le savoir, est évidemment, construit, collectivement, mais il se renouvelle aussi progressivement, hein. Même si Wikipédia pose toutes sortes de problèmes, il y a des processus de délibération et de certification qui, permettent en fait, l'évolution, de la ressource culturelle, ce qui n'est pas du tout le cas avec ces dispositifs, là, hein, ces intelligences artificielles extractives ou ces automates, computationnels extractifs, qui, exploitent des ressources, culturelles qu'ils ne renouvellent pas, hein. Donc du point de vue de l'écologie de l'esprit, disons, eh bien, c'est très problématique. C'est un dispositif qui est, anti, écologique, un dispositif qui ne qui va vers son propre épuisement, en fait. Voilà. Bon et puis, par ailleurs, ce qui me semble aussi, assez, fondamental, dans de ce point de vue-là, hein, du point de vue de ce que font ces machines à langage ou ces machines d'écriture à notre culture collective, hein, et bien, c'est qu'elles constituent, comme je l'ai dit, une nouvelle phase, en fait, dans un processus d'automatisation. Donc ça, c'est quelque chose que Bernard Stiegler a très bien décrit, hein. Hem, le processus d'automatisation, en fait, il suppose toujours la formalisation de certains savoirs. Alors ça peut être des savoir-faire, ça peut être des savoir-vivre, ça peut être des savoir-penser,
qui vont être formalisés et implémentés sous forme d'automatismes qui peuvent être des automatismes mécaniques ou qui peuvent être des automatismes algorithmiques, hein. Et en ce sens, donc, ce processus d'automatisation, il est solidaire d'un processus de prolétarisation ou du moins d'un risque de prolétarisation. C'est-à-dire qu'une fois que les savoirs sont extériorisés dans les dispositifs mécaniques ou algorithmiques automatiques, eh bien, il est fort possible que les individus soient dépossédés de leur savoir, qu'ils ne les pratiquent plus d'une certaine manière. C'est ce que décrivait Marx, notamment quand il parlait du machinisme industriel et de la mise en extériorité des savoir-faire des artisans dans les machines-outils, hein. Marx disait, bah, contrairement à l'artisan qui va s'investir dans son activité à partir de ses savoirs singuliers, de ses savoirs vivants, euh, eh bien, l'ouvrier va devenir un simple accessoire de la machine dont on exige que l'opération la plus simple, la plus monotone, la plus vite apprise. Autrement dit, ces savoirs vont être extériorisés, il va se voir dépossédé de ces savoirs et ils vont être automatisés. Et l'ouvrier, du coup, ne sera plus qu'un élément en fait de la machine. Et il me semble que ce qui se joue à certains égards avec un dispositif comme ChatGPT, c'est quelque chose d'analogue, sauf que cette fois, ce ne sont plus nos savoir-faire qui sont extériorisés dans les machines-outils, ce sont nos savoirs nous exprimer, si vous voulez, nos savoirs parler, nos savoirs écrire, et donc nos savoirs penser, hein, qui sont extériorisés dans des machines algorithmiques. Euh, et c'est pareil, on devient du coup hein, de simples accessoires de la machine hein, qui doivent simplement corriger les erreurs de cette machine, hein. Ce que disait Marx, c'était que finalement, le travail de l'ouvrier était réduit à une besogne consistant à surveiller la machine et à en corriger les erreurs de sa main. Et il me semble que à certains égards, hein, même si il y a sans doute des usages très intéressants de ces technologies qui peuvent être faits, hein, je ne voudrais pas avoir un propos trop englobant, mais il me semble qu'à certains égards ici, le savoir écrire et donc le savoir parler et le savoir penser a été extériorisé dans une machine numérique sous forme d'automatismes algorithmiques qui sont en fait des calculs statistiques sur des quantités massives de données, de même que les savoir-faire avaient été extériorisés dans les machines-outils. Mais cette fois, il ne s'agit plus, si vous voulez, de la prolétarisation des artisans par extériorisation de leur savoir-faire, mais il s'agit de la prolétarisation des citoyens par extériorisation de leur savoir-penser et de leur savoir s'exprimer. Et il me semble qu'il y a là un gros enjeu aussi en termes de démocratie, tout simplement, hein. Sachant que, et je vais finir là-dessus parce qu'il faut que je m'arrête, mais sachant que cette question de l'extériorisation des capacités dans les dispositifs techniques, en fait, ce n'est pas une question nouvelle du tout, hein. Bernard Stiegler la reprend à de multiples reprises, mais il la reprend depuis les réflexions de Platon, qui s'interrogeait sur la technique de l'écriture. Et ce que disait Platon, c'est que la technique de l'écriture, elle permet de stocker toutes sortes de connaissances, toutes sortes de savoirs, et donc elle constitue un remède pour la mémoire dans une certaine mesure, hein. Platon revient en fait sur le mythe égyptien de l'origine de l'écriture, mais il insiste aussi sur le fait qu'une fois que nos mémoires seront extériorisées grâce à l'écriture, une fois que nous aurons des supports techniques qui peuvent nous servir de mémoire artificielle, eh bien, nous ne ferons plus l'effort de nous souvenir par nous-mêmes, nous ne ferons plus l'effort d'exercer nos mémoires. Et nous risquons donc de perdre la mémoire d'une certaine manière, hein. Nous risquons, l'écriture risque de provoquer l'oubli. Donc, ce qui est très intéressant dans ces réflexions, si vous voulez, c'est l'ambivalence de la technique. Et c'est là-dessus que Stigler va beaucoup insister, en disant toute technique, en tant qu'elle est un support de mémoire, un support de savoir, un support de la culture collective, toute technique est pharmacologique, c'est-à-dire est à la fois un poison et un remède. Et tout va dépendre de la manière dont la technologie, en l'occurrence la technologie numérique aujourd'hui, euh, fonctionne et des modèles économiques et des projets politiques qui sont derrière. Et on constate par exemple qu'avec le numérique, on a pu avoir un accès démultiplié au savoir avec un dispositif comme Wikipédia, mais on a pu avoir aussi des gros problèmes de désinformation généralisée en raison de l'économie de l'attention et des intérêts des grandes plateformes privées. Donc, voilà, la pensée, si vous voulez, de la technique de Bernard Stiegler nous permet
de saisir en fait cette ambivalence et d'envisager du coup des manières de transformer ces technologies numériques pour réintégrer en elles justement des processus qui sont des processus psychiques et collectifs. Et Stigler appelle ça des technologies de l'esprit, hein, c'est-à-dire des technologies au sein desquelles les esprits, qui sont toujours individuels et collectifs, peuvent, on va dire, s'exercer et ensemble d'une certaine manière, hein. C'est dit un peu vite, mais voilà. Donc je vous cite une citation, hein. Il s'agit, pour lui, de mettre le calcul des algorithmes au service des fonctions psychiques et collectives qui échappent à tout calcul, mais qui produisent un enrichissement constant de la vie sociale, économique, politique, juridique, artistique et scientifique des groupes. Cela suppose de concevoir et de réaliser des instruments pour des communautés d'annotateurs, des communautés polémiques qui réintroduisent des critères d'interprétation non automatiques dans le fonctionnement des moteurs de recherche, etc. etc. Autrement dit, il s'agit de réintroduire de l'interprétation et de la délibération dans les dispositifs de calcul que sont les dispositifs numériques. Et c'est cela que Tournesol incarne pour moi, comme d'autres dispositifs. Voilà, que je vais pas citer maintenant, que Bernard Stiegler avait aussi tenté de développer. Mais voilà, je pense que cette question des technologies herméneutiques et contributives est un paradigme très intéressant pour sortir justement du paradigme des technologies persuasives qui dominent aujourd'hui. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair, parce que je vais m'arrêter maintenant. Bah, merci beaucoup, Anne. Je pense que c'était très intéressant. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques. La première remarque que je ferai, c'est j'aurais dû te demander de m'envoyer ces citations de Stigler euh, avant la publication de notre bouquin. Ah bah, c'est possible, c'est encore possible si tu n'as pas encore corrigé les dernières Ouais, épreuves. je pense que je pourrais les rajouter, parce que en effet, ça Ouais. décrit pas mal notre approche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, éventuellement, j'aurais une petite question. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Désolé, je suis dehors, je suis en train de rentrer chez moi. Désolé. J'avais une petite question bon, alors moi, je suis un grand lecteur de science-fiction, donc je vais ramener à ça, mais je pense que la science-fiction interagit pas mal avec la philo, sur cette histoire de réduire les aspirations des gens à des moyennes, pour justement leur faire des suggestions qui sont les plus pertinentes par rapport à un échantillon statistique et certains calculs. Ça sonne très psychohistoire finalement, tout ça. Donc de Isaac Asimov. Mm. Je me demandais si ça rentrait aussi dans vos réflexions en général, la prise en compte d'œuvres de fiction Mm. euh, plus ou moins dystopiques Mm. pour étudier ce genre de sujet, notamment donc chez Asimov. Je ne veux pas non plus spoiler entre guillemets, mais on arrive à des niveaux de contrôle des gens et des populations à l'échelle à l'échelle cosmique parce que c'est de la SF, mais qui sont effectivement euh, assez effrayants. Mm. Bon, alors évidemment, c'est de la SF, c'est fait pour, mais est-ce que ça nourrit entre guillemets vos réflexions Ouais. aussi Bah, sur ces En problèmes-là? fait, pas tellement, mais ça devrait et ça pourrait, c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, en fait, malheureusement, j'ai très peu le temps de lire de la littérature, etc., et de la science-fiction, donc je le fais pas beaucoup, mais je suis absolument certaine que c'est peut-être parce que ça me fait un peu peur aussi, tout simplement, mais parce que je suis sûre que oui, il y a énormément d'intuitions qui sont très proches en fait de la réalité, au sens où c'est des exagérations qui nous permettent de penser. En fait, je ne sais pas si vous connaissez Gunther Anders, qui est un philosophe critique de la technologie, bon, qui propose pas grand-chose, donc qui n'est pas forcément très intéressant toujours, mais qui a cette idée qui consiste à dire que si on n'exagère pas les tendances qui sont à l'œuvre, voilà, les tendances dangereuses en fait qui sont à l'œuvre, on n'arrive pas à penser quoi. Et du coup, je crois que effectivement, la science-fiction ou ce type de dystopie, c'est des sortes d'exagérations qui nous permettent de penser les risques, les tendances, etc., qui nous menacent. Et par ailleurs, sur cette question du contrôle,
J'ai pas fait référence là directement, mais il y a un petit texte aussi de Gilles Deleuze qui s'appelle Post-scriptum sur les sociétés de contrôle, qui décrit un peu par anticipation, c'est très frappant, les nouveaux modes de gouvernementalité qui vont apparaître à l'ère des réseaux. Et, et Bernard Stiegler parlait, avant l'arrivée de Facebook, parlait de fourmilière numérique, etc. Donc anticipait aussi les enjeux, disons, euh, euh, de ces technologies. Donc il y a aussi des philosophes qui ont des espèces de visions un peu anticipatrices comme ça. Mais voilà. Mais effectivement, moi, je voudrais absolument avoir le temps de lire plus de science-fiction. Je pense que c'est très important. Tito, une question? Merci beaucoup. Ouais, j'avais une question sur la critique. Déjà, merci beaucoup, c'était très intéressant. J'avais une question sur la critique de la perte de la mémoire. Et je me demandais à quel point elle avait pu déjà avoir lieu, par exemple, quand il y a eu l'écriture, quand il y a eu l'imprimerie, quand il y a eu Internet. Je ne sais pas si ça a été une tendance qui a été vraiment remarquée historiquement, mais à quel point la critique est-elle fondée ou Hmm. qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en fait, je pense que il y a deux points de vue qu'il faut arriver à tenir ensemble, à mon avis. Un premier point de vue qui consiste à dire que, alors, je ne parlerai pas seulement de la mémoire, mais je dirais que, vous voyez, le point pour moi, c'est vraiment qu'à chaque fois qu'on a une transformation technologique des supports d'enregistrement, parce que là, on parle des supports d'enregistrement, c'est-à-dire on ne parle pas de toutes les technologies, on parle en particulier des technologies qui sont des supports de mémoire, des supports de savoir. Donc, par exemple, l'écriture, puis l'imprimerie, la presse, puis ensuite les technologies analogiques comme la photographie, la phonographie, le cinéma, la télévision, puis le numérique. Toutes ces technologies-là, en fait, ce que je crois, et c'est là, en ce sens, je suis vraiment la théorie de Stigler. Stigler dit, en fait, ces évolutions des dispositifs d'enregistrement, ce ne sont pas seulement des évolutions techniques, ce sont des évolutions dans la manière, si vous voulez, qui transforment nos consciences mêmes. C'est-à-dire que nos rapports au temps sont transformés. On n'a plus accès au passé de la même manière, à l'époque de l'écriture ou à l'époque de la photographie, par exemple. À l'époque de l'écriture, vous ne pouvez pas voir une scène ou voir le visage d'une personne. C'est impossible, ça devient possible qu'au moment où la photographie apparaît. Donc le rapport au passé est complètement transformé, la perception du présent est complètement transformée. Quand vous avez la presse imprimée ou la télévision en direct en temps réel, bah, vous ne voyez pas du tout le présent de la même manière, vous n'avez pas accès aux mêmes informations, etc., à la même actualité. Et même chose, les possibilités d'imagination sont complètement transformées aussi. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ces transformations des supports d'enregistrement transforment nos fonctions psychiques en quelque sorte. Vous voyez, à la fois la mémoire, la perception, l'imagination. Et du coup, je dirais qu'à chaque fois, les enjeux sont très différents et qu'il faut les étudier pour chaque technologie spécifiquement. Et effectivement, la perte de la mémoire en raison de l'extériorisation dans des supports techniques, elle n'est pas nouvelle puisque elle a été voilà, documentée déjà, enfin le problème a été posé par Platon déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais en même temps, à chaque dispositif technique nouveau, il y a de nouvelles questions qui se posent. Et là, notamment, ce qu'on constate avec les technologies numériques, c'est quand même que les pratiques de la lecture et de l'écriture sont considérablement transformées et que pendant l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, il y a si vous voulez, des connexions neuronales qui se font, il y a toutes sortes d'habitudes qui sont prises qui rendent possible ensuite des capacités de mémorisation, des capacités d'empathie, etc., qui sont, on va dire, menacées par la disparition des pratiques de la lecture et de l'écriture sur papier, par exemple. Enfin, ça, c'est documenté par certains travaux, notamment les travaux d'une chercheuse en neurosciences et en littérature qui s'appelle Marianne Wolf, qui a beaucoup écrit là-dessus, et puis une autre chercheuse qui s'appelle Catherine Hayes, qui, elle, a insisté sur le fait que le passage des médias imprimés aux médias numériques euh, provoquait un changement de régime attentionnel. Donc, elle explique que les médias imprimés
favorise ce qu'elle appelle l'attention profonde, c'est-à-dire la capacité à se concentrer longtemps sur un même objet sans être distrait. Là où les médias numériques vont faciliter ce qu'elle appelle l'hyperattention, c'est-à-dire le fait de faire plusieurs choses en même temps, d'être sollicité en permanence et voilà, d'avoir plusieurs activités sur des temps beaucoup plus courts. Ce qui n'est pas forcément un problème en soi, c'est-à-dire que c'est pas forcément, vous voyez, c'est pas forcément une décadence. Au contraire, ça peut être absolument génial en fait de pouvoir faire plusieurs choses en même temps, de pouvoir faire des associations d'idées, etc. Le problème, c'est quand ça devient un trouble psychopathologique avec tout ce qu'on a constaté sur les troubles de l'attention, l'hyperactivité, le fait d'avoir besoin d'être soi-même, enfin comment dire, d'avoir besoin d'être sollicité constamment au point de se déconcentrer soi-même volontairement. Vous voyez, voilà, ça a été beaucoup documenté aussi par un neuroscientifique en France qui s'appelle Michel Desmurger, qui lui parle de décérébration, etc. Donc qui est très négatif sur ce plan-là. Moi, je n'ai pas forcément les outils scientifiques pour, comment dire, pour trancher dans ce débat. Mais ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où, si vous voulez, les industries culturelles, télévisuelles se sont développées et suite à ça, l'économie de l'attention numérique, on est dans des régimes où l'attention, c'est-à-dire la capacité de concentration des individus, devient une matière première pour des entreprises privées. Et on sait qu'une matière première qui est exploitée sans prendre en charge, sans que son renouvellement soit pris en charge, elle finit simplement par être détruite, en fait, tout simplement. Et donc là, je crois qu'il y a des modèles économiques qui peuvent être dits toxiques pour ces raisons-là, quoi. Voilà. Bon, pardon, c'est une réponse un peu embrouillée, mais... Non, très intéressant, merci. J'avais jamais entendu la notion de matière première de l'attention et ça me parle beaucoup. Et je crois que c'est le cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans notre livre, on qualifie ça de ressource existentielle, l'attention. Voilà, et c'est ça, exactement. En fait, quand Bernard Stiegler parle d'écologie de l'esprit, c'est vraiment pour faire signe vers ces questions, quoi. L'idée que de même qu'on doit prendre soin de nos ressources naturelles, on doit prendre soin de nos ressources existentielles, en fait. Et on ne peut pas les laisser, voilà, une poignée d'entreprises privées les exploiter et les détruire. Parce que l'attention, c'est comme la mémoire pour le coup. C'est-à-dire que si vous ne l'exercez pas, si vous ne la pratiquez pas, en fait, elle se détériore, quoi. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, j'avais une remarque, on va dire, sur la notion de, enfin, sur le fait, enfin, sur la notion de nouveauté, de moyenne dont tu parles. Donc là, je prends un peu mon angle de cybersécurité, quoi, mais le fait de, en fait, l'un des dangers aussi avec l'innovation, c'est que ça peut permettre plus facilement, en fait, aux gens de promouvoir des idées dangereuses, en fait, mais qui paraissent nouvelles. Et du coup, il y a toujours une tension en informatique. On parle entre safety et liveness, entre le fait de liveness, c'est plus l'innovation, du coup, et la sécurité. On a envie un côté un peu plus conservateur. Il y a le cas de Taïwan qui est assez intéressant où, enfin, c'est pas vraiment spécifique à Taïwan d'ailleurs, mais c'est l'idée de valoriser plus les contenus consensuels dans la société et qui du coup freinerait la détection d'idées qui ne sont pas encore consensuelles, quoi. Donc, je ne sais pas si tu as des questions par rapport à ça. Oui, attends, est-ce que tu peux juste développer un tout petit peu le cas de Taïwan? Tu veux dire, dans quel cadre est-ce qu'il avait été question de valoriser ce qui était plus consensuel? Oui, alors, donc, en fait, j'ai dit Taïwan parce qu'ils l'ont appliqué, mais en fait, c'est une plateforme qui s'appelle Pol.is qui a été utilisée aussi en France récemment. Donc, je parlais du cas de la France, mais il y avait un cas similaire à Taïwan. Mais en France, là, ils avaient organisé un débat en ligne avec différentes parties prenantes autour de la régulation de la police, les interventions sur la police. Donc, c'était en pleine violence policière, ou si on prend l'autre côté, émeute des banlieues. Et donc, c'est un débat clairement très tendu à l'époque. Il y a beaucoup de désaccords. Et ce qui
ce qui a été fait, c'est avec la plateforme, essayer de mettre en avant les contenus consensuels qui sont sur lesquels tous les participants sont Tous les d'accord. participants sont d'accord. Oui, ouais, c'est très intéressant. Oui, ouais, tu as raison. Oui, ouais, c'est très intéressant. En fait, je ne sais pas quoi en penser. Il y a vraiment des questions là parce que en fait, ce que je crois, c'est que comment dire, l'opposition entre consensus et marginalité, en fait, c'est comme si elle suffisait pas d'une certaine manière à penser ce débat. Parce que, tu vois, d'une certaine manière, si tu ne valorises que les contenus marginaux, bah, évidemment, tu vas avoir, c'est un peu le principe du sensationnalisme, quoi. Du Ouais. fait divers, voilà, on va faire le plus excentrique possible, le plus violent possible, le plus sensationnel possible pour être valorisé. Mais, euh, mais tu vois, j'ai l'impression qu'en même temps, quand ces contenus-là sont valorisés, c'est pas pour leur originalité en fait. C'est aussi parce que, comment dire, c'est un peu comment dire, euh, ils jouent sur les passions un peu premières, quoi, voilà. Et puis parfois aussi, c'est comment dire, parfois c'est euh, pardon, euh, parfois c'est aussi des faux comptes qui enfin, je veux dire, qui ont permis à ces contenus d'avoir une grosse visibilité, pardon, et que cette visibilité soit très amplifiée ensuite. Donc, d'une certaine manière, en fait, c'est plus quelque chose de mimétique que quelque chose de marginal. Donc, tu vois, il y a quand même un, voilà. Et après, avec le consensus, c'est pareil. On peut se dire d'une certaine manière que c'est vrai que les contenus consensuels, ou du moins, disons que les contenus sur lesquels toutes les parties s'accordent, ça, c'est très intéressant, je trouve. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et après, parce que, à mon avis, c'est autre chose, ces contenus-là, que les contenus moyens ou les opinions majoritaires. Tu vois, je pense que c'est différent, en fait. Et donc, euh, donc, la question, euh, ouais, c'est comment gérer, entre guillemets, cette dialectique entre le consensus et la subversion pour, mais comment le gérer de manière positive, quoi. Je ne sais pas comment le dire. En fait, j'ai pas bien pensé ces questions encore. Mais je pense que c'est très intéressant, ouais. Ouais, ouais. Parce qu'en même temps, voilà, le risque, c'est qu'il faudrait pas. On lit parfois des analyses qui semblent regretter un petit peu le temps de la télévision qui produisait du consensus. Mais moi, je ne crois pas du tout que la télévision produisait du consensus. À mon avis, la télévision était le lieu, enfin, c'est ce que décrit Bernard Stiegler là encore, mais d'une sorte de synchronisation des consciences où finalement les programmes étaient décidés par certains individus et appliqués aux autres sans qu'il y ait justement de contribution ou de délibération collective, alors que le numérique rend ça possible. Voilà, donc du consensus, oui, mais qui soit un consensus qui vient du bas d'une certaine manière, quoi. Je sais pas. Ouais, ça, bon, il y a une différence entre identifier des consensus dans la société et fabriquer un consensus. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, tout à fait, exactement. Oui, oui. Donc oui, 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 tout à fait. Ça, c'est très intéressant. Non, non, c'est clair. Puis même parce que ça peut faire une base pour un débat, en fait. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a un bouquin récent, je n'ai pas encore lu, mais de Samuel Houlet qui s'intéresse beaucoup à la désinformation en ligne. Et justement, son titre, c'est Manufacturing Consensus, donc la fabrique du consensus. Mmh, Euh, d'accord, d'accord. Ouais, ouais, faut que je regarde ça. Mais tu as lu Le business de la haine? non. C'est, enfin, comment dire, c'est un livre sur, euh, oui, oui, ce dont tu parlais, la fabrication du consentement, c'est ça? Je suis en train de regarder en même temps que... Alors, je Oh crois que non, la fabrication du consentement, c'est le livre de Chomsky, pardon. Je me disais, ouais, je connais ce on titre. en parle. Donc Oui, c'est ouais, c'est un autre exemple aussi, ouais, celui de Chomsky. Mais Où- du coup, oui, en fait, oui, voilà, la question, il faut pas fabriquer le consensus, il faut ouais, l'identifier, comme tu dis, le repérer ou faire en sorte qu'il y ait certains mécanismes qui permettent de le valoriser, je sais pas. Mais, euh, mais, mais oui, il y a quand même toujours ce risque. ah, Et donc, le business de la haine, c'est simplement, j'y pensais parce que c'est un livre écrit par Verdier et Missika qui identifie très bien la manière dont les réseaux sociaux, disons, vont valoriser des contenus sensationnels, bon, non pertinents, qui attisent voilà, les passions un peu primaires, etc. Mais en même temps, dans leur livre,
il semble un peu regretter justement le bon vieux temps de la télévision, quoi. Et ne pas voir que précisément, c'est parce que l'économie de l'attention qui était déjà à l'œuvre avec la télévision s'est propagée en quelque sorte avec le numérique et qu'on n'a pas réussi à faire des technologies numériques autre chose, qu'on est dans cette situation, quoi. Donc voilà, bref. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a Romain qui demande, je vois une petite limite à la définition d'attention en tant que bien commun. Ah non, c'est en réaction à Jean-Loup, mais je vais commenter. Comme l'air, si quelqu'un respire, ça ne prive pas les autres. Ça m'apparaît comme un bien individuel. Bah, ça, c'est une bonne question. Mais justement, dans le livre que j'ai coécrit là avec Gaël Giraud, qui est un économiste, on revient un petit peu sur cette question. Pour l'attention, je ne sais pas, mais ce que je crois, enfin, ce qui me semble important, oui, bien sûr, l'attention, en fait, c'est pas une ressource matérielle au sens strict, mais donc il y a des limites, c'est pas un capital dont on dispose, quoi. C'est quelque chose qu'il faut en permanence entretenir et renouveler, quoi. Mais ce qui me semble intéressant, c'est aussi sur ce point, c'est la question des savoirs. Parce que les savoirs, justement, c'est quelque chose comment dire, qui échappe un peu à cette catégorie de bien privé, bien commun, bien public. Parce qu'un savoir, en fait, pour l'augmenter, pour en avoir plus, il faut le partager, quoi. Et plus vous partagez votre savoir, c'est pas comme quand vous partagez votre morceau de pain, quoi. Vous en avez moins une fois que vous l'avez partagé. Quand vous partagez votre savoir, normalement, vous en avez plus. Et parce que justement, vous avez augmenté votre savoir de la richesse de toutes les contributions de ceux avec qui vous l'avez partagé d'une certaine manière. Et ça, c'est vraiment un peu ben voilà, le, l'idée sous-jacente à cette notion de contribution qui était aussi sous-jacente à l'émergence du web, quoi. L'idée que en fait le partage crée de la richesse, quoi. Et là on est retombé, si j'ose dire, et d'autant plus avec ces gros modèles de langage là, dans l'inverse, quoi. C'est-à-dire dans le fait que toute cette richesse partagée, elle est devenue aujourd'hui un bien privatisé, exploité par quelques entreprises privées, quoi. Donc c'est vraiment l'inversion du projet émancipateur du web, quoi. C'est ça qui est. Ouais, donc Jean-Loup a répondu en disant que l'attention est en fait comme ça impacte l'attention des uns impacte la sécurité des autres. Il y a un côté un peu c'est une ressource commune parce qu'on a besoin de l'attention de tout le monde pour avancer sur certains points. Je réinterprète pas mal ce qu'il dit. Bon, c'est mon co-auteur, donc on a beaucoup parlé sur ces sujets. C'est ça, c'est bon, c'est juste. Non, mais en tout cas, nous, dans le rapport sur l'économie de l'attention, on insistait bien sur l'idée que l'attention, c'est pas seulement une capacité psychique, mais c'est aussi une capacité sociale. Et on disait, vous savez, être attentif, c'est la concentration. Être attentionné, c'est le soin envers autrui. Donc, il y a Ouais, les deux dimensions, en fait. À partir du nom d'attention, on a deux termes, attentionné, attentif, ça ne veut pas dire la même chose. Et l'un renvoie à la capacité mentale de concentration, l'autre renvoie à la capacité sociale de prendre soin des autres. Et donc, quand on détruit l'attention, c'est pas seulement un problème individuel ou cognitif, c'est un problème social. L'attention, c'est aussi ce qui nous permet de vivre ensemble, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est exactement ce que voulait dire Jean-Loup. Et puis sur pas mal de sujets comme par exemple les inégalités ou sur le changement climatique, la notion d'attention n'est pas juste individuelle. On a besoin d'attention des uns et des autres pour avancer sur ces sujets. Complètement. Oui, c'est ce que tu dis quand tu dis qu'il y a des informations qui sont invisibilisées et que c'est surtout ça le problème en réalité, c'est que les sujets qui ont besoin d'attention ne peuvent pas en avoir, quoi. Bon, il faut que je parte, moi, parce Ouais. que je suis dans une bibliothèque qui va bientôt fermer. On va me mettre dehors. Mais merci Bah, beaucoup pour vos attentions, en tout cas. merci beaucoup à toi pour ton intervention. Et puis, on se tient au courant donc pour la sortie de nos livres respectifs Ouais, et, carrément. et puis pour les activités à venir. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Ouais, merci à toi. À Une bientôt. prochaine.